Donc, avant d'entrer dans l'aspect peut-être un peu plus théorique de notre approche, le clin d'œil que Luc a fait, que vous connaissez tous, la direction des services aux organisations de l'ENAP, pas nécessairement. Mais je vais prendre le temps, je sais qu'on n'aime pas trop ça, habituellement dans des contextes académiques, je ne vais pas ici faire la promotion mais c'est important de bien camper, en fait, d'où on provient, parce que il y a un impact important sur notre approche. Donc, je vais prendre un petit moment très court, juste pour camper un peu où on se situe à l'École nationale d'administration publique. Donc, la direction des services aux organisations, on œuvre au sein d'une université qui est vraiment consacrée à l'administration publique. Donc, on offre uniquement de la formation de 2e et 3e cycle en administration publique. Il n'y a pas de bac à l'ENAP. Donc, donc notre direction des services aux organisations offre une panoplie de services liés à la gestion, que ce soit, là, j'ai donné quelques exemples en évaluation des compétences, développement, sélection de gestionnaire, développement de carrière, formation, perfectionnement. Donc, on voit un peu, on est comme une petite boîte de consultants, si on veut, dans une organisation. Au niveau de manière plus spécifique, les activités liées à l'éthique, au niveau des formations créditées, il y a une formation éthique et management de 2e cycle qui est offerte par Yves Boisvert, Hugo Roy aussi, qui est chargé de cours, qui offre cette formation-là, ou Jacques Plemonton, donc ça se donne dans nos différents campus, et plusieurs recherches en matière d'éthique appliquée. Et il y a un volet aussi très important en éthique pour toute la formation qui relève la direction des affaires internationales. Donc, des semaines complètes consacrées à l'éthique, l'intégrité, qui sont offertes dans des différents pays de la francophonie. Plus spécifiquement, nos interventions en éthique à la direction des services aux organisations, donc on fait de la sensibilisation, de la formation, que ce soit en organisation, dans les programmes gouvernementaux, donc plusieurs gestionnaires qui passent par ce qu'on appelle notre programme de formation pour les gestionnaires. Il y a une journée consacrée à l'éthique dans ce programme-là. Il y a des formations pour les comités d'éthique et formation de 3 jours aussi qu'on a développé pour les répondants en éthique du gouvernement du Québec. On offre aussi des services d'accompagnement, donc démarches éthiques et plans d'action en matière d'éthique, bref, tous les dispositifs qu'on connaît et qu'on utilise dans nos interventions en éthique organisationnelle. Donc, je trouvais que c'est important de camper un peu pour que vous puissiez savoir de quel lieu je parle. Pour moi, c'est un lieu très intéressant pour faire de l'intervention en éthique. On est, comme je disais, une petite boîte de consultants dans une université. Donc, on a l'avantage de ne pas être dans une boîte privée où on est dans une recherche de rendement à tout prix. On œuvre au sein d'une université. Donc, on a vraiment... ça vient teinter aussi nos interventions parce qu'on est lié à la mission de l'ENAP, qui est une université d'enseignement. Donc, ça doit teinter nos interventions et toutes nos formations doivent passer par la commission des études. Donc, il y a une portée, il y a un certain contrôle de la qualité, si on veut, qui s'exerce et ça vient teinter nos actions. C'est aussi un lieu intéressant pour avoir fait de la recherche-action. On n'est pas dans une... ça nous permet de ne pas avoir 2 objectifs. Parce que quand on fait de la recherche-action en milieu universitaire, parfois on est pris entre des objectifs de satisfaction de besoins de notre clientèle et des objectifs de satisfaction de nos besoins en termes de recherche. Donc, on est parfois pris, on a un tiraillement qu'on n'a pas quand on est dans une direction de service aux organisations. D'ailleurs, je crois que Lise, sa présentation demain, va sûrement travailler sur ces tensions-là quand on est en recherche. Ce qui ne veut pas dire que, pour moi, c'est très, très, très important de faire de la recherche-action, mais en tant qu'intervenant en éthique, j'ai plus cette pression-là à l'époque au laboratoire d'éthique publique. On le faisait, ce type d'action, de recherche-action.
et je sentais souvent des tiraillements. Donc, pour moi, c'est une liberté d'intervention qu'on a un petit peu plus là, à la DXO. Donc, c'est aussi, on voit que c'est toute la distinction entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. En étant dans une boîte, dans une université, on est quand même un peu plus encadré et on n'a peut-être pas toute la liberté que les universitaires que vous avez dans vos interventions. On est peut-être un petit peu plus contraint et ça vient teinter un petit peu notre approche. Et c'est peut-être de cette contrainte-là qui est émergée aussi toute en fait, notre approche qui est axée sur la synergie régulatoire. C'est quand on a constaté nos limites, dans le fond, où on ne pouvait pas intervenir nécessairement comme on voulait et qu'il fallait intervenir comme on pouvait. On a été contraint, je ne sais pas, mais on a dû faire des choix et que ça nous a amené à recourir au principe de synergie régulatoire. Donc, uniquement pour être plus opérationnel. Donc, notre contexte teinte nos interventions, mais aussi notre paradigme disciplinaire et notre ethos viennent aussi teinter nos interventions. Donc, notre paradigme disciplinaire est celui de la science politique et du management public. Donc, vraiment, nos interventions visent, ça donne une teinte à nos interventions, visent la consolidation de la confiance des citoyens à l'égard des institutions démocratiques, ainsi qu'une utilisation optimale des fonds publics. Donc, vraiment, c'est ce qui motive toujours nos interventions. Derrière chaque intervention, cette idée-là est constamment mobilisée. Donc, avec ce paradigme, la légitimité de nos interventions prend son sens dans la recherche d'intégrité des agents publics, de manière à préserver la confiance des citoyens à l'égard des institutions démocratiques. Donc, c'est vraiment le leitmotiv qui anime nos interventions. Donc, c'est assez particulier, c'est très circonscrit. On n'intervient pas dans un contexte privé. Ça serait difficilement transposable, je crois, de notre approche qui est très axée sur ce paradigme. Notre ethos est celui de l'administration publique et le système parlementaire québécois. Donc, pour nous, les principes et les valeurs gouvernementales sont fondamentales. Donc, pour nous, dans notre lieu d'intervention, comme je vous disais, on n'a pas la liberté nécessairement de remettre en question ces grands principes, où vraiment la démocratie et la responsabilité ministérielle est vraiment au cœur du système. Donc, et c'est là vraiment la distinction, je crois, entre plusieurs de vos interventions et la nôtre. En fait, où on ne remet pas en question ces valeurs-là, ces principes-là. On part avec ces valeurs et pour nous, c'est de travailler à les actualiser de manière le plus opérationnelle possible. Donc, nécessairement, la loyauté et l'obéissance hiérarchique sont les fondements même de l'administration publique. Et quand on va travailler en éthique, on va travailler plus sur la recherche du sens du service public. Donc, je sais que c'est pour plusieurs d'entre vous, c'est très... on est dans une logique de contrôle, mais justement pour sortir, considérant tout ce que je viens de dire, comment on fait de l'éthique dans un contexte aussi normé et aussi dont les fondements sont aussi forts. Donc, ça a été plusieurs années d'intervention et plusieurs réflexions, en fait, qui nous ont amenés à revoir un peu notre approche qui était beaucoup plus axée sur la pratique réflexive et pour peaufiner un petit peu notre approche. Donc, pour nous, c'est vraiment notre contexte d'intervention.
Donc, pour atteindre ces finalités, nous avons recours à une approche de l'éthique multidisciplinaire, donc sciences politiques, management, éthique, transversale. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on intervient à tous les niveaux. On essaie d'intervenir à tous les niveaux de l'organisation, de manière, dans toutes les directions, donc de manière très polyvalente et systémique aussi. Donc, travailler autant sur les structures, travailler avec les structures et avec les agents pour développer une culture de l'éthique dans les organisations. Donc, cette approche repose sur les théories de la régulation et plus précisément sur un concept qui est la synergie régulatoire. Bon, c'est un concept qui est assez intuitif, je vous dirais, qu'on aurait aimé pouvoir développer. Ceci dit, en tant qu'intervenante, on n'a pas toujours le temps de pouvoir vraiment travailler et rédiger, malheureusement. Mais je vous donne quand même les grandes lignes c'est quand même ce qui anime nos interventions. Donc, c'est une approche régulatoire et comportementale de l'éthique. Donc, on n'est pas dans une approche nécessairement de réflexion et de dialogue, même si, pour nous, cette réflexion et ces dialogues sont des outils fondamentaux à cette approche régulatoire. Donc, l'éthique est comprise comme un mode de régulation, à l'instar de la morale, des mœurs, de la déontologie et du droit. Donc, pour ceux et celles qui ont lu le petit manuel d'éthique appliquée, c'est vraiment ces définitions qu'on utilise et qu'on utilise encore. Excusez-moi. Donc, pour le bénéfice de ceux et celles qui ne connaissent pas le petit manuel, je vais reprendre un petit peu l'approche qui a été développée avec entre autres, M. Legault, qui est ici présent, et Alison qui vient de se joindre à nous. Donc, l'approche de l'éthique comme mode de régulation dans le petit manuel d'éthique appliquée, on le positionnait vraiment à l'instar des autres modes de régulation, que sont la déontologie, le droit, les mœurs et la morale, mais selon deux perspectives régulatoires. Donc, une première qui est l'autorégulation et une seconde qui est l'hétérorégulation. Donc, dans la perspective autorégulatoire, où on situe davantage l'éthique, la régulation part de la personne elle-même. Donc, c'est l'individu qui s'autorégule à la lumière, en fait, du contexte normatif qui l'entoure. Alors que pour l'hétérorégulation, on est vraiment dans une perspective où la régulation est imposée par une autorité externe, donc que ce soit les parents dans une famille, la direction dans une organisation, l'État dans la société ou encore l'Église ou une instance religieuse quelconque. Donc, on est vraiment dans une imposition de la norme par l'externe, alors que dans l'autorégulation, ça provient vraiment de l'individu. Donc, et chacun des modes de régulation s'inscrit plus ou moins dans une de ces perspectives, à des degrés variables, selon les contextes et selon les acteurs aussi. Donc, on est plus ou moins dans l'auto- ou l'hétérorégulation. Donc, pour définir chacun des modes de régulation, la morale traditionnelle, qu'elle soit religieuse, philosophique, idéologique, est un mode de régulation des comportements qui impose aux individus des devoirs pour faire le bien et éviter le mal, et ce, au nom d'une autorité extérieure qui les édicte et qui les fonde. Donc, la morale est ambiante. Souvent, on ne la reconnaît pas, elle n'est pas nécessairement très palpable. Ça fait partie du nous collectif. Et sa force réside vraiment comme dans la légitimité de l'autorité. Donc, toute la légitimité, comme parent, on le sait, si on a des périodes où on peut être un peu moins légitime aux yeux de nos adolescents. Donc, notre autorité, notre légitimité est remise en question et notre force est moins grande. C'est la même chose pour les organisations. Quand on parle de l'importance de l'exemplarité de la haute direction,
qui vient un peu dicter, je pense, cette morale organisationnelle. On est à ce niveau-là. Les mœurs forment, quant à elles, c'est une forme de régulation sociale qui renvoie à des manières de faire ou de vivre, d'évaluer, de penser, partagées au sein d'un groupe. Donc, pour moi, les mœurs, c'est vraiment un peu notre indicateur de la qualité de notre culture éthique au travail. Donc, c'est vraiment quand on arrive à travailler et que c'est palpable dans les mœurs qu'un climat éthique sain, je pense que notre intervention en éthique à ce moment-là a eu une portée réelle. Donc, dans les mœurs, on sait quand on est dans une organisation avec un climat éthique malsain ou une loi du silence prévaut, les autres modes de régulation, les valeurs, tout ça, ne sont pas nécessairement tous partagés. Donc, les mœurs, pour moi, c'est vraiment un indicateur important là, au niveau de la qualité du climat. La déontologie, la déontologie, c'est un mode de régulation qui impose des devoirs aux membres d'une profession ou d'une organisation. Donc, c'est assez simple, tous nos ordres professionnels, mais on entre aussi dans la déontologie, tout ce qui est relatif aux politiques internes d'une organisation. Politique d'utilisation des courriels, par exemple, ou des politiques plus spécifiques sur certaines activités de l'organisation. On le rentre dans la déontologie. Donc, c'est un mode de régulation qui est quand même dans l'hétéro-régulation parce que, bon, c'est imposé par l'organisation, mais souvent, les gens vont être amenés à participer à l'élaboration des politiques ou d'un code de déontologie. Donc, il y a une portée autorégulatoire aussi. Le droit, donc, c'est le mode de régulation des comportements qui impose des obligations aux membres d'une société donnée, protège leurs droits et prévoit un cadre procédural afin de leur permettre de régler leurs différends. Dans les sociétés démocratiques, l'État prend forme pour assurer la régulation de la vie collective par des lois dûment adoptées en assemblée législative. Ces lois constituées notamment dans le code civil, les codes pénaux et le droit législatif. Donc, en termes de mode de régulation, le droit est certainement le mode le plus opérant dans nos sociétés actuelles. Et c'est un mode de régulation qui prend forme et qui se transforme très lentement, mais qui est très, très puissant. Et l'éthique. L'éthique est un mode de régulation des comportements qui provient, comme je l'ai dit, des individus et qui met l'accent sur les valeurs co-construites et partagées pour donner un sens à ses décisions et ses actions, faisant ainsi appel à son jugement personnel et à ses responsabilités. Donc, pour moi, cette définition de l'éthique est très opérationnelle. On est prêt quand je parlais tantôt au niveau de une approche régulatoire, une approche comportementale aussi, dans le sens où on veut avoir des résultats tangibles dans nos organisations, mais en même temps, on fait appel à nos valeurs. Donc, c'est pas uniquement en prenant en compte les règles ou les orientations institutionnelles, mais c'est aussi en travaillant avec nos valeurs et en utilisant le processus réflexif, notre jugement personnel et notre responsabilité. Donc, pour moi, déjà là, dans cette définition-là, il y a un petit peu, on commence à parler de synergie régulatoire. Parce que, bon, je me souviens, à l'époque où on a fait le petit manuel d'éthique appliquée, on se disait, bon, où se termine l'éthique, où commence la morale, où c'est... On a défini, on a les définitions que je viens de vous lire, c'est vraiment... On a essayé de les catégoriser du mieux qu'on pouvait, mais en même temps, on se disait, ben oui, mais il me semble que dans le droit, il y a de l'éthique, puis il me semble que dans la morale, il y a de la déontologie. Donc, c'était pas tout à fait clair. Et bien, c'était clair, on l'a bien clarifié, mais en même temps, on était toujours un petit peu déchirés à savoir même où on les situe dans le continuum de la régulation.
C'était pas évident. Donc, je pense que c'est à partir de ce malaise ou cette réflexion-là qu'on en est venu à travailler un petit peu plus sur la synergie régulatoire. Donc, un peu comme je viens de vous dire, intuitivement, on ressent qu'il y a des interactions vraiment naturelles entre les modes de régulation. Hein? Donc, au niveau du droit, le droit n'est pas issu comme ça d'une petite bulle de droit, mais il est vraiment teinté des mœurs organisationnelles, il est teinté de la morale aussi. Hein, le droit ici au Québec et le droit, je ne sais pas, dans un autre pays, en Chine ou peu importe, il y a une teinte qui est donnée par l'histoire, la morale d'un peuple qui vient teinter son droit. Et inversement aussi, je pense que les règles normatives dans une société vont aussi teinter les mœurs. Donc, il y a toute cette relation entre les différents modes de régulation. On a parlé de complémentarité, on en parle souvent de complémentarité entre les modes de régulation, mais c'est souvent en termes palliatifs. Hein, quand le droit ne fonctionne pas, on utilise l'éthique ou on utilise la déontologie. Mais moi, je pense que ça va un petit peu plus loin qu'une complémentarité vraiment palliative. C'est vraiment une interdépendance entre les modes de régulation. Donc, et j'arrive pas à trouver un autre mode, mais il y a une interdépendance, mais il y a une interpénétration aussi. Il y a des différents modes de régulation. Il y a certains aspects qu'on retrouve dans les autres modes de régulation. Donc, à partir du moment où, et vous voyez le côté, votre côté droit, éthique, déontologie et mœurs, c'est probablement la zone d'intervention en éthique organisationnelle où on a le plus d'emprise. Hein, au niveau du droit et de la morale, quand on intervient, notre intervention est un petit peu plus limitée à ce niveau-là. Donc, on va plus intervenir au niveau de l'éthique, de la déontologie et des mœurs. Et c'est cette interaction aussi entre les modes de régulation, je l'ai mis comme ça de manière un peu systémique ou organique, qui témoigne aussi du volet systémique, justement, où on travaille, quand on travaille en éthique, on travaille autant au niveau des structures, comme j'ai dit tantôt, avec des processus, avec des dispositifs, avec des mécanismes, mais on travaille aussi avec les gens. Donc, on travaille avec la formation, développer le raisonnement éthique, instaurer des zones de dialogue dans l'organisation. Pour moi, c'est important, mais on ne travaille pas uniquement sur la sphère éthique. On vient travailler aussi sur les autres modes. Et une intervention en éthique, pour moi, c'est de favoriser la fluidité, justement, de ces modes de régulation-là. Donc, on vient travailler un peu sur les flèches, donc pour que ça soit le plus fluide possible, pour qu'il y ait une adhésion des membres de l'organisation à la déontologie organisationnelle. Ça ne veut pas dire de l'imposer, mais on souhaite comme organisation de la développer du mieux possible pour que les gens y adhèrent. Et ça, il y a une partie de responsabilité, c'est une grande partie de la responsabilité vient aux organisations, de développer justement une adhésion au code de déontologie, aux règles, aux mœurs aussi. Donc, de favoriser cette cohésion et cette harmonie. D'une part, une harmonie, mais aussi une fluidité entre les modes de régulation, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus triste qu'un individu qui n'adhère pas aux règles ou aux normes de son organisation ou à ses valeurs. C'est très difficile pour un individu qui ne cadre pas avec les valeurs organisationnelles ou avec la mission de l'organisation, mais c'est de la responsabilité de l'organisation d'amener cet individu-là à adhérer sur une base volontaire. Donc, c'est tout un défi, mais pour moi, c'est quand même, quand on intervient en éthique, c'est dans cette visée-là. Donc, oui, on peut qualifier cette approche
qui tend vers l'hétérorégulation, mais en même temps avec un grand souci d'aller d'utiliser en fait l'autorégulation pour la mettre au service des normes. Donc, c'est un petit peu notre approche. C'est un défi, c'est pas de combiner l'auto et l'hétéro. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est des réflexions qui sont embryonnaires. On aurait aimé pousser davantage un petit peu la réflexion, mais intuitivement, c'est ce qu'on a ressenti. Donc, la synergie régulatoire pour une approche intégrée des modes de régulation. Donc, vraiment, l'approche intégrée de toujours avoir, quand on aborde l'éthique, le volet normatif, et quand on aborde le volet normatif, d'avoir l'éthique en tête. De toujours travailler de manière intégrée. Donc, on va utiliser à la fois des dispositifs de promotion de l'éthique, si on peut appeler ça ainsi, et des dispositifs de contrôle normatif. Pour nous, les deux approches sont essentielles et fondamentales dans une organisation. Maintenant, il s'agit vraiment de bien les articuler pour que tout ça, que ça roule, qu'il y ait vraiment une harmonie là, entre tous ces modes de régulation. Donc, ça fait un peu le tour de l'approche qu'on utilise à l'ENAP. Je vais laisser la parole à André, puis on prendra les questions à la fin. Merci beaucoup.